Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau format EPD, donc espèces pour débuter. Donc on va pas parler des Messor Barbarus ou bien des Lasius, parce que c'est trop classique disons. Aujourd'hui on va se tarder sur les Formica, donc pour moi qui est un excellent choix pour débuter. Je m'excuse aussi de l'absence, mais là j'ai commandé de nouvelles espèces qui devraient pas tarder à arriver. Et j'ai eu pas mal d'évolutions justement chez mes Formica Cunicularia. Vous ne tarderez pas à avoir un suivi tous les colonies en global. Et du coup on va s'attarder plus sur les Serviformica, parce que disons que c'est le mieux. Et aussi je manquerai peut-être un peu de précision, mais je vais essayer de faire une globalité, donc on peut pas faire les deux. Donc voilà, juste pour dire. Donc ce sont des espèces très présentes en Europe jusqu'en Asie. Donc on peut en trouver en Russie, tout ça. Parfois ça forme des super colonies, donc vraiment des colonies énormes. Donc vous avez peut-être vu des vidéos. Donc ça c'est des Formica rufa. Donc d'abord il y a deux types de Formica, donc ce qu'on pourrait qualifier de classiques, donc les Serviformica et les Formica parasites ou esclavagistes. Donc par exemple il y aurait Rufa, Pratensis, etc. Donc une jeune reine s'introduit dans une fondation voire colonie de Serviformica pour tuer la reine et se noyer dans ses tripes pour prendre l'odeur et ensuite se faire passer pour la reine de base. Et ensuite les Formica et Serviformica vont élever le couvain de cette nouvelle reine. Au niveau taxonomie, Formica veut tout simplement dire fourmi en latin. Je vais pas faire toutes les espèces, mais par exemple Formica cunicularia veut dire fourmi des terriers. Donc après ça vous de faire vos recherches sur Google. Donc Formica c'est le nom du genre, donc qui est représenté par pas mal d'espèces mais qui se ressemblent quand même. Parmi toutes les Serviformica elles se ressemblent pas mal, et entre toutes les Formica parasites elles se ressemblent pas mal. Donc au niveau du genre, elles font partie de la classe des Formicinae comme Lasius ou Camponotus. Donc c'est à dire qu'elles possèdent de l'acide formique qui dissout la chitine des insectes. Ensuite elles forment des colonies majoritairement monogynes, donc là je parle pour les Serviformica, mais qui peuvent dans pas mal de cas en réalité dans la nature ou en élevage former de l'oligogénie ou de la polygénie. Par exemple chez Ruffibarbis, une des gynes fraîchement fécondées peut retourner à son nid originel comme ça. Et les Formica parasites sont majoritairement polygynes. Donc c'est à dire que beaucoup de gynes qui viennent d'être fécondés retournent à leur nid, comparé aux Serviformica où ça arrive quand même très peu. Alors au niveau de la taille, là je parlais encore que des Serviformica, donc la reine font de 8 à 11 mm selon les espèces, donc ce qui est moyen hein, comme pour des fourmis. Les ouvrières font de 3,5 à 10 mm, donc là c'est une grosse taille mais ça dépend des premières générations. Donc si vous prenez la Serviformica la plus petite, première génération elle fera 3,5 mm, et si vous prenez la Formica la plus grande et dans les dernières générations, elle fera 10 mm. Donc c'est selon les espèces quoi, encore. Et selon les générations. Parce que forcément les premières générations seront plus petites. La coloration va totalement être noire, un peu brillant. Par exemple pour Formica gegat. Mais va parfois être noir mat, rouge, orange. Pour d'autres espèces, style Ruffibarbis, elle est noir mat et orange. Et sur pas mal d'espèces, on a ce que j'adore, c'est des variations des bandes en fait sur le gastre, noir mat et noir brillant d'alternance comme ça, je trouve ça trop joli. Franchement je n'ai pas vu trop d'autres fourmis avoir les mêmes motifs, et moi j'adore. Ensuite ces Formica sont omnivores. La majorité des fourmis c'est quand même omnivore. Elles mangent à peu près tout, du miel, vous pouvez leur faire de la gelée. Mange bien sûr des insectes, vous pouvez leur donner de la viande, donc bœuf, poulet, tant que c'est bien rassé qu'il n'y a pas de sel, vous pouvez. Elles boudent rarement tout ce qui est protéines, donc ça c'est assez bien, c'est pour ça que je
Je profite que les miennes sont assez friandes des insectes pour en leur donner pas mal. D'ailleurs, ce qui fera un énorme développement. Donc résultat, donnez-leur beaucoup d'insectes pour qu'il y ait un gros couvain et une évolution rapide. Donc on peut en trouver dans les villes, exemple dans la vidéo précédente. Hein. Vous pouvez les trouver en plaine sèche, en plaine humide, en lisière de forêt, dans les montagnes, bref un peu partout. Donc pour les températures idéales, ce sera entre 20 et 28 degrés. Même si dans la nature, elle résiste au gel, donc jusqu'à moins 10 à peu près. Et jusqu'à 35 degrés en extérieur. Là je parle des températures extérieures parce qu'on va pas aller mettre des sondes dans des nids. Enfin, peut-être ça se fait. Ensuite, la diapose est obligatoire, donc vraiment obligatoire, pas comme Fedol ou Messor où on peut dire ça passe. Non, là c'est vraiment si vous faites pas de diapose l'année d'après, elles vont s'en faire une en plein été. Enfin bref, puis il y aura beaucoup de mortalité. Donc ce sera entre 5 et 15 degrés. 15 degrés étant vraiment le minimum. Mais le mieux c'est 10 degrés quoi, disons. Le meilleur c'est 10 degrés. De novembre à mars, ça c'est subjectif, c'est dès que la reine va arrêter de pondre en août, fin août, et faudra les mettre en diapose quand vous verrez qu'il n'y aura plus d'activité. De toute façon c'est votre colonie, chaque colonie part en diapose quand elle a envie, de partir en diapose. Parce que leur diapose est déclenchée par une horloge interne. Donc si vous voyez qu'il n'y a plus d'activité, plus de couvain, hop, à la cave. Donc au niveau nid, tout leur conviendra, du plexi au nid de tube, au nid béton cellulaire, le mieux étant un milieu minéral avec du verre et non pas du plastique. Le plastique c'est en moyen, enfin, disons que c'est du pétrole. Donc le mieux serait des nids en béton cellulaire, en plâtre, etc. Alors vu qu'on était au niveau des nids, on va parler de hygrométrie. Donc entre 60 et 80% d'eau dans l'air, donc il y a deux trucs différents, la surface du nid humidifié et le pourcentage. Le pourcentage entre 60 et 80% comme je l'ai dit, et de 20 à 60% de la surface du nid. Ça dépend si vous voyez qu'elles mettent vraiment le couvain que là où vous humidifiez. Vous pouvez humidifier plus pour qu'elles aient une plus grande zone où mettre le couvain. Par contre si vous voyez qu'elles l'étalent un peu partout, qu'elles aiment un peu plus le sec, ça dépend vraiment de votre colonie ou fondation. Les essaimages des Cerviformica sont entre mai et juillet, sachant que mai c'est dans des années vraiment assez chaudes, donc voilà. Les essaimages se font au compte-gouttes, ça veut dire des petites vagues d'essaimage, donc ça veut dire que vous ne tomberez pas sur un essaimage avec des centaines de reines malheureusement. Ça se fera plus par petites nuées d'une dizaine de gînes comme ça, là ce sera vraiment au bonheur de la chance d'en trouver, mais il faudra guetter absolument tous les jours une colonie près de chez vous si vous attendez. La fondation est donc le claustral pour les Cerviformica, c'est-à-dire juste une reine seule dans un tube à essai. Vous pouvez éventuellement la nourrir si elle vous paraît un peu maigre, mais c'est pas obligatoire hein. Sinon les Formica parasites, faudra soit leur trouver une petite fondation de Cerviformica. C'est pour ça que c'est toujours pratique d'avoir des Formica fuscor d'ailleurs en stock, ou bien donner à la Formica esclavagiste des cocons de sa colonie originelle, donc si vous savez où aller, ou bien des cocons d'une Cerviformica, sachant qu'il en faut entre 15 et 30. On passe au bilan. Alors, les Cerviformica, ce sont des espèces d'une bonne taille, mine de rien. C'est assez confortable à l'observation. Facile d'élevage, donc c'est-à-dire qu'elles ne demandent pas non plus de conditions particulières. Rapide au développement, donc moi je dirais même plus rapide que l'Asius dans mon cas. Sachant que j'ai pas mal galéré avec l'Asius, mais pour moi c'est plus rapide, et plus rapide que Messor aussi. Elle est active, donc ça veut dire qu'il y aura pas mal d'activité dans le nid. Même avec rien qu'une dizaine d'ouvrières. Moi je suis avec une vingtaine et puis c'est bien actif, ça bouge partout. Même sans avoir de vibration, rien, ça bouge pas mal. Dans l'aire de chasse, il y a toujours une ou deux ouvrières. Voilà, pour vous dire. Et le dernier point positif que j'ai trouvé,
parce qu'elles sont magnifiques quand même, hein. Y a pas trop de fourmis moches de toute façon, mais elles sont vraiment belles. Surtout moi, comme je vous l'ai dit, j'ai un peu craqué sur leur motif de gastre. Je trouve ça vraiment trop beau. Donc ensuite, je vais peut-être faire un petit truc de notes, vous me direz ce que vous en pensez. Donc ça va se faire sur plusieurs critères. Donc déjà la taille, moi je remettrai 6 sur 10. Le maximum étant vraiment les fourmis de 4 cm, mais bon, voilà, je pense pas faire de vidéo là-dessus. Je laisse ça à One. Facilité d'élevage, 8 sur 10. Parce que c'est assez facile, hein. Il y a plus facile, mais bon, il y a beaucoup plus difficile aussi. Ensuite, rapidité de développement, 8 sur 10. Pour moi, c'est très rapide. Si vous chauffez, vous donnez beaucoup de protéines, c'est bien rapide. Le 9 étant Tetramorium et Fédol. Et le 10 sur 10 étant les invasives, donc type Geminata, tout ça. Moi, ça, je vous conseille pas. Au niveau de l'activité, ce serait 7 sur 10. Parce que comme je vous ai dit, au-dessous de Vent-Ouvrière, vous verrez pas beaucoup de fourmis dans l'aire de chasse. Mais bon, ça, elle reste quand même pas mal active dans le nid. On voit qu'elle chouchoute bien les larves, quoi. Au niveau de beauté, bah ça c'est un 10 sur 10 pour beaucoup d'espèces, hein. À part, faudrait vraiment avoir une espèce LED, tout ça, mais sinon c'est 10 sur 10 pour quasiment toutes les espèces. Ce qui fait augmenter la moyenne, hein, comme l'art plastique au collège. Et du coup, ça lui fait une note de 39 sur 50 ou un 15,6 sur 20. Donc vous me direz ce que vous avez pensé de cette vidéo. Merci à Pascal Noé pour les images, bien sûr je lui ai demandé. Et n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des conseils pour que je puisse améliorer mes vidéos, les commentaires sont là pour ça. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.